Pendant près de 100 ans, les studios hollywoodiens ont dominé l'industrie du cinéma. Leur pouvoir sur le marché et leurs recettes au box-office étaient imbattables. Cependant, récemment, de nouveaux fournisseurs de contenu en ligne ont fait leur apparition et ont bouleversé tout le système de distribution sur lequel les studios reposaient jusqu'ici. On parle d'une crise identitaire pour Hollywood. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on parle de l'empire des plateformes, mais plus particulièrement de leur rapport avec les studios ainsi que leur impact sur l'industrie du cinéma. Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis hyper contente aujourd'hui de vous revoir. J'ai mis mes lunettes parce que évidemment je vais faire l'intello, mais vous savez très bien que je vais les enlever. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais de l'ampleur des studios hollywoodiens sur le marché du cinéma aux États-Unis et leur impact sur les salles de cinéma. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la suite de l'histoire et de notre potentiel futur dans tout ce qui concerne le cinéma. C'est pourquoi j'ai nommé cette vidéo Hollywood vs Streaming. Ok, donc on va séparer cette disserte, encore une fois. C'est pas vraiment une disserte, il n'y a pas de débat si fort. Si, il y a quand même un débat. Donc on va dire, ok, cette disserte, on va la séparer en 4 parties. Déjà, on voit que c'est pas une disserte quand c'est en 4 parties. En premier, on va parler de la naissance des plateformes, enfin surtout de Netflix. En deuxième, on va parler du divergence de modèles entre studios et plateformes. Qu'est-ce qui les sépare? En troisième, on va parler du choc de la pandémie. Et enfin, en quatrième, on va parler de exclusivité vs salle de cinéma. Quelle évolution? Let's go! Je pense que vous connaissez tous l'histoire de la naissance de Netflix. Je vais quand même lui accorder quelques instants. Certes, notre première plateforme de streaming en soi, c'est YouTube, mais moi, je veux vraiment toucher à ce qui est purement cinéma, série TV, et du coup, je vais mettre un peu ça de côté. Pour revenir à Netflix, en 97, Reed Hastings et Mark Randolph décident d'investir 2,5 millions de dollars pour la création de Netflix. Au début, nos fondateurs aspiraient à devenir un équivalent médiatique d'Amazon. Les cassettes étaient encore assez chères et les DVD pas vraiment démocratisés, mais Hastings et Randolph voulaient tout de même tenter leur chance. À la base, ils avaient créé un website sur lequel les acheteurs pouvaient commander leurs films en un seul clic. À cette époque, pour 20 $ par mois, les abonnés pouvaient louer une quantité illimitée de DVD, un à la fois. Les DVD arrivaient après dans votre petite boîte aux lettres dans une enveloppe rouge iconique. Vous voyez ici le génie, c'est la création de l'abonnement. En parallèle de ça, on avait une boîte qui s'appelait Blockbuster, qui était un fournisseur américain de services de location de films et de jeux vidéo. Au début, leurs services étaient globalement proposés dans des magasins de location de vidéos. Ils étaient très gros à cette époque. Pour revenir à Netflix, 3 ans après la création de Netflix, nos deux compères perdaient de l'argent. Et du coup, Hastings décida de prendre le vol pour Dallas afin de rencontrer l'équipe de Blockbuster, qui à cette époque détenait 7700 magasins à travers le monde entier. Hastings, il était convaincu que ce serait plus simple de pouvoir louer des films sur internet. Cependant, la technologie à cette époque n'était pas encore à son top. Du coup, Hastings, il a donné une idée à Blockbuster. Il lui a dit qu'il voulait que Netflix devienne le service de streaming de Blockbuster. Il demanda donc à ce dernier d'acheter une participation à hauteur de 49% de Netflix pour un prix de 50 millions de dollars et de l'absorber sous le nom de leur enseigne. C'était une idée de génie. Mais Blockbuster, il a dit non. Et Hastings, lui, donc il est revenu au moins 3 fois pour le pitcher le deal. Et 4 ans plus tard, on voit Blockbuster qui lance sa propre plateforme de streaming. Sauf que, trop tard, entre-temps, Netflix, lui, s'était développé de son côté. Et en 2007, il avait déjà introduit ses services de streaming. Et en 2011, il commençait déjà à produire ses propres contenus originaux, comme Orange is the New Black ou House of Cards. En 2017, Netflix lance une attaque agressive en produisant de plus en plus de films. Il en produit 80 en 2018, ce qui est plus que n'importe quel autre studio hollywoodien. La stratégie de Netflix en soi, ce n'est pas d'avoir un show avec l'audience la plus forte possible. C'est plutôt de cibler, d'avoir des contenus niches qui s'adaptent à chaque type de population et qui devient assez addictif. Pour revenir sur notre histoire Blockbuster vs Netflix, aujourd'hui, Netflix, il a 221,64 millions d'abonnés, alors qu'il ne reste plus qu'un magasin Blockbuster qui est dans le Oregon. Netflix, il fait partie de ce qu'on appelle les services de vidéo à la demande ou les SVOD. Vous avez sûrement aussi pu rencontrer le terme OTT, ce qui veut dire Over the Top, qui est un terme utilisé surtout pour tout service de livraison d'audio, de vidéos, de films et autres médias sur Internet sans la participation d'un opérateur de réseau traditionnel
comme une compagnie de câbles, de téléphone ou de satellite, dans le contrôle ou la distribution de contenu. On a également le terme AVOD, mais lui, il va impliquer de la publicité et du coup, je vais pas aborder ce sujet aujourd'hui, mais il commence à se démocratiser lui aussi de plus en plus. Je me suis focalisée sur Netflix parce que c'est vraiment le phénomène qui a lancé cette course aux plateformes, cette course au streaming. Et aujourd'hui, les plateformes de VOD les plus populaires sont Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, Paramount+, et Pick-up, Apple TV, Hulu. Ok, on arrive à la partie 2, divergence de modèles, studio vs plateforme. Vous l'avez compris, l'apparition de ce nouveau modèle, il est terrible pour Hollywood. Il a totalement changé son business, étant donné que plateforme et studio reposent sur des logiques de vente et de distribution totalement différentes. À l'origine, les Big Five, leur distribution repose avant tout sur la sortie de leurs films dans les salles de cinéma, tandis que les plateformes se focalisent sur leur bibliothèque digitale et utilisent des modèles d'abonnement. Pour faire un léger clin d'œil à ma dernière vidéo, cette logique des studios elle est apparue dès le début 20e siècle, avec un rapport très proche entre les salles de cinéma et le contenu qui est produit. Ce schéma, il a façonné les pratiques organisationnelles des studios. Et ces derniers, ils doivent principalement prendre deux décisions clés. Quel film on va produire et comment on va les distribuer. Premier, petite sous-partie, c'est la différence de distribution. Afin d'attirer une audience la plus grande, la plus forte possible lors de la sortie des films dans les salles de cinéma, les studios, ils investissent énormément dans une promotion médiatique de masse avec pour objectif de créer une certaine dynamique au box-office dès la sortie. Si un film enregistre de bons chiffres lors du week-end d'ouverture, il devrait attirer l'attention des médias, de meilleures critiques et donc devrait générer une plus grande fréquentation à long terme et préparer un terrain plus favorable pour d'autres types de distribution tels que DVD à l'époque et le streaming en second temps. Ainsi, on voit apparaître le terme de film ou theatrical release window. En France, c'est ce qui se rapproche le plus de la chronologie des médias. Je vais m'expliquer. En gros, des règles d'exclusivité ont longtemps défini la relation entre les sorties en salle et d'autres canaux de distribution tels que le DVD, le service à la demande, de vidéo à la demande. Cette fenêtre, c'est une période d'environ 3 mois qui résulte d'un accord de longue date entre les studios et les salles de cinéma qui en fait impose une durée de diffusion des films en exclusivité dans les salles afin d'atteindre d'autres canaux de distribution. En France, il s'agit de la chronologie des médias et il ne résulte pas d'un accord mais c'est bien une loi. De base, il s'agissait d'une recommandation de 87 de l'Union européenne. Puis, la France a décidé de transposer une directive dite Télévision sans frontières en 1989 qui va poser les premiers jalons. La France, en fait, c'est le seul pays à avoir adopté une réglementation nationale de chronologie des médias. On est un pays assez spécial niveau cinéma, mais ce qui est mieux. De l'autre côté, on a les plateformes qui, elles, vont streamer leur contenu directement auprès de leurs consommateurs, ce qui a instauré une nouvelle logique institutionnelle dans la production et la distribution de films. Ils offrent un large catalogue de films directement accessibles aux consommateurs. On parle d'un terme qui s'appelle ATAWAD, c'est-à-dire Anytime, Anywhere and on any device. Donc tablette, téléphone, ordinateur, smart TV, partout quoi. La portée du streaming, elle est globale. Netflix, lui, il va produire du contenu dans différentes langues et endroits et les publier simultanément dans 190 pays différents. De plus, le consommateur, il a accès à la fois à des films produits par les studios, mais également à des films produits par la plateforme elle-même. Grâce aux données récoltées, les plateformes vont ainsi adapter leur algorithme de recommandation au mieux afin de mieux recommander les utilisateurs et de les maintenir sur la plateforme. Je vais ensuite aborder le sujet de la différence dans la production qui est un peu différente entre studio et plateforme. L'arrivée des plateformes, elle a eu un impact aussi sur la liberté créative des réalisateurs. Pourquoi ? Eh bien en fait, en ligne, il y a moins de règles, il y a moins de limites et du coup, il n'y a pas cette pression du box-office. Par exemple, il n'y a pas un minimum de 90 minutes imposé pour passer en salle de cinéma et ils peuvent s'aventurer dans des formes de narration plus variées. Il n'y a plus de limite de durée pour les épisodes des séries. Par exemple, dans la série de Netflix Black Mirror, l'épisode interactif Bandersnatch, désolée si je le prononce mal, cet épisode, il offre plusieurs alternatives au scénario et en fait, l'épisode, il va peut durer entre 40 et 90 minutes en fonction des chemins que va prendre l'histoire. Donc c'est trop intéressant. Un autre changement, c'est le fonctionnement des plateformes. Il leur a permis de se libérer de cette dépendance aux stars et la constante recherche du blockbuster. En contraste, les studios ils se sont obligés de produire des méga blockbusters afin de conserver une partie du public dans les salles de cinéma. Et les billets, ils ne font qu'augmenter depuis le 2010. Et aller au cinéma, c'est presque comme aller à un événement aujourd'hui. Donc quand les personnes se déplacent, elles veulent voir un show. Et c'est sur ça que les studios misent désormais. Ensuite, la stratégie grosse des plateformes,
plateformes, la course au contenu, comment les plateformes, elles vont développer leur business. Alors les plateformes, elles utilisent leur base de consommateurs et leur pouvoir d'achat ainsi que les recettes générées pour produire leur propre contenu. Et on voit Amazon, par exemple, il a planifié de produire 30 films originaux par an. Il aurait dépensé environ 6 milliards de dollars en production de contenus originaux en 2020. Pareil pour Netflix qui va aussi produire environ 55 films par an et il aurait dépensé 18,92 milliards de dollars pour ses contenus en 2020. Et de temps en temps, on va voir des méga stars sur les plateformes afin d'attirer le plus d'abonnés possible. Par exemple, pour The Gray Man, on a un casting de malade. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais moi en tout cas, je l'ai détesté. Alors qu'on a un des plus gros budgets jamais investis par Netflix avec 200 millions de dollars. Amazon et Netflix, ils ont offert une sortie en salle limitée pour certains de leurs films afin de participer à la course aux awards. Ça aussi, c'est une de leurs stratégies. Dans ce sens, ils vont attirer des brillants réalisateurs pour travailler avec eux. Et ce qui augmente aussi les chances d'attirer de potentiels nouveaux abonnés et du coup, ils gagnent plus d'argent. Toujours. C'est pour ça, cette année, l'année 2022, on avait Power of the Dog qui a été nominé aux Oscars. Ils ne sont restés que 2 semaines en salle aux États-Unis. De même pour Don't Look Up. Et aussi, Apple a remporté l'Oscar du meilleur film avec Coda. Et c'est une première pour une plateforme de streaming. Et ça montre en fait les plateformes, elles prennent de plus en plus de terrain sur ce qui à la base appartenait au studio. Ensuite, on va aborder, là je vous ai un peu expliqué les fondations, mais en vrai, qu'est-ce qui a été l'accélérateur de tout ça? C'est la pandémie, vous le savez. La pandémie, elle a marqué un tournant féroce pour l'industrie du cinéma et la survie des salles. Les revenus générés par l'entertainment au digital ont augmenté de 31% en 2020, avec des recettes de 61,8 milliards de dollars. Et les recettes provenant des abonnements à la vidéo en ligne ont augmenté de 35% pour atteindre 24,7 milliards de dollars en 2020. Et oui, les salles étant fermées en 2020, les studios ont commencé à diffuser directement aux consommateurs leurs films par le biais de la vidéo à la demande et de diverses plateformes de streaming. La pandémie, ça a un peu été un coup de pied aux fesses pour les studios qui n'avaient pas encore créé leur plateforme. Par exemple, le 27 mai 2020, Warner Bros lance HBO Max et le 4 janvier 2021, la plateforme Discovery+. Disney, lui, il était déjà plus en avance parce qu'il avait lancé déjà sa plateforme Disney+, le 12 novembre 2019. Peacock, lui, il a été créé le 15 avril 2020 par Comcast. Paramount+, lui, il a été rebrandé en 2021. Avant, il était CBS All Access, mais bon, c'était pas un peu la même logique de streaming. Il commence vraiment tous à émerger vers 2020-2021. Et le résultat de cette explosion des plateformes est un effondrement des exigences des exploitants concernant la chronologie des médias. À Hollywood, on est passé d'une fenêtre d'exclusivité en salle de 60 à 90 jours à une redirection vers les plateformes en seulement 45 jours et parfois moins après avoir été en salle. Cela a été notamment déclenché par le fait que pendant la pandémie, les studios ont misé sur leurs plateformes et ont tout essayé pour les développer en dépit des salles de cinéma. Par exemple, Warner Bros, lui, il a décidé de publier simultanément ses nouveaux films de 2021 sur HBO Max en même temps que dans les salles de cinéma, ce qui lui a coûté 1,2 milliards de revenus pour l'année. Mais en vrai, quand on y réfléchit, le prix de la plateforme HBO, il est à environ 12 $ par mois. Ils ont acquis 8,3 millions d'abonnés avec cette stratégie en avril 2021. Et en avril 2021, ils étaient déjà à 11 millions d'abonnés. Donc en soi, sur le long terme, cette stratégie, elle a permis de lancer la plateforme, mais elle a au final complètement bouleversé la fenêtre d'exploitation qui était accordée aux salles de cinéma. Certes, les plateformes des studios sont lancées, mais elles sont encore loin de Netflix. Aujourd'hui, Netflix est la seule plateforme qui arrive à faire un véritable bénéfice. Je prends ça avec des pincettes, peut-être que ça a plus évolué. Toutes les autres plateformes VOD n'ont pas encore de profit. Disney+, ils espèrent en faire en 2024. Warner Media, ils espèrent aussi 2024-2025 avec HBO Max. À côté du lancement des plateformes, on a aussi la décision de la Motion Pictures qui n'a pas vraiment aidé les choses, mais bon, elle n'avait pas trop le choix en soi. Qui, pendant la pandémie, elle a autorisé temporairement des films qui n'étaient pas sortis en salle à participer à la course aux awards, aux Oscars, mais il y avait une condition qui était qu'une exploitation en salle devait être prévue. Mais en vrai, c'était un peu le point de départ de la fissure de la theatrical window, et ça a un peu démocratisé la place des plateformes dans les cérémonies des Oscars et des Golden Globes. On arrive à la dernière partie, exclusivité vs salle de cinéma. Quelle évolution, quel futur.
Là déjà on va parler de nouvelles stratégies. Comment les studios ils vont utiliser les plateformes pour rester dans la course et pour ne pas se faire bouffer par les Netflix, Apple TV et compagnie et Prime Video. En vrai ces trois là, Netflix, Prime, Apple, c'est vraiment les rois du monde en ce moment. Les studios ils voient un peu le streaming et les salles de cinéma comme deux atouts complémentaires pour de meilleures recettes. Enfin certains studios, je dis pas tous. Vous voyez, il faut garder en tête que une sortie en salle d'un gros box-office rapportera toujours plus d'argent petit à petit. Par exemple, Universal, lui, il a gagné plus de 500 millions de dollars en 2020 en revenus streaming grâce à 10 films dont Trolls World Tour, qui lui représentait un cinquième de cela, donc il a rapporté 100 millions celui-là. Et il a même dépassé le revenu de Avengers Endgame. Sauf que quand on regarde que Avengers, lui, quand il est sorti en salle de cinéma, il a généré 800 millions de dollars. Donc vous voyez, c'est énorme. Le streaming, il peut pas générer la même rentabilité pour chaque film qu'un blockbuster à succès sorti en salle de cinéma. On peut également prendre l'exemple de Frozen 2 qui aura rapporté 600 millions de dollars à Disney en salle de cinéma en 2019. Mais d'un autre côté, la plateforme assure un revenu récurrent mensuel qui peut sur le long terme être plus avantageux sur les revenus des box-office. C'est pourquoi il faut penser à utiliser les deux canaux. Je donne des conseils. On voit que la SVOD en fait elle est un peu présentée comme un moyen de contourner les difficultés liées aux salles de cinéma. Mais pourtant les plateformes de streaming elles vont toujours se vendre aux consommateurs en mettant en avant leur collection de films qui eux sont d'abord sortis en salle. Par exemple Netflix il se nourrit de films qui ont été des succès il y a 10 ans ou qui ont été des bides au box-office mais que le public rattrape maintenant. En revanche on constate que les films exclusivement destinés à la SVOD ne tiennent pas en place. Le film moyen perdant 63% de ses spectateurs par jour entre la première et la deuxième semaine. Donc on a des films à très gros budget avec de très grosses stars entièrement produites par les plateformes avec une certaine liberté créative qui au final vont faire des bides. À ce jour des films à gros budget produits par Netflix tels que Red Notice ou The Grey Man dont je vous ai parlé un peu plus haut que je n'ai pas aimé et Six Underground ils ont pour l'instant déçu. Mais bon, Netflix arrive quand même à faire du contenu qui plaît. Par exemple leur animé de Mitchells vs The Machine il a été assez bien reçu. Donc ça va prendre avec des pincettes évidemment ce que je dis. Mais c'est un peu pour vous donner une vision. Du coup pour en revenir au box-office, récemment Netflix et Sony ils ont conclu un accord de licence lucratif concernant les longs métrages aux US qui sortent en salle de cinéma. Accord qui a commencé en 2022. Et en vertu de cet accord, Netflix il obtiendra des droits en première fenêtre de diffusion sur tous les titres de Sony après l'annonce de leur date d'exploitation en salle et sur les services de divertissement à domicile. Les films événements comme Morbius, Uncharted, Bullet Trains faisaient partie des premiers titres proposés en 2022. Je vais m'expliquer parce que là je sens que vous comprenez pas trop. En gros, c'est-à-dire que dans le cadre de ce partenariat, la société Sony Pictures Motion Picture Group offrira à Netflix un droit de premier regard sur tous les films qu'elle compte proposer directement en streaming ou qu'elle destine ultérieurement à ce type de diffusion. De son côté, Netflix il s'engage à produire un certain nombre de ses films pendant la durée de cet accord. En vrai, c'est une bonne stratégie parce que ça fait un peu un coussin financier qui va permettre aux studios de continuer à prendre des paris sur des films comme Baby Driver, Once Upon a Time in Hollywood. Et la relation entre le streaming et les salles de cinéma, elle peut être additive dans ce cas-là. Mais d'un autre côté, on a des plateformes. Vous savez de qui je vais parler encore. La plateforme problématique, le studio problématique, c'est Disney+, qui lui commence à miser de plus en plus sur sa plateforme. Là, il est dans une stratégie offensive. Il va développer de plus en plus d'exclusivité pour le consommateur. On a un exemple intéressant qui est celui de The Mandalorian sur Disney+, qui est sûrement la plus grande franchise de contenu de ces dernières années. La série, elle a fait plus de valeur pour Star Wars que n'importe quel autre film récent alors qu'elle n'a même pas touché les salles de cinéma. Et en parallèle de ça, Disney, il commence quand même à développer de nouveaux contenus dont leurs recettes sont de moins en moins dépendantes des salles de cinéma. Par exemple, Disney a opté pour une diffusion exclusive de son Pixar, faut que j'arrête de prendre l'accent là tout le temps, de son Pixar Soul sur sa plateforme de streaming. Il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais j'ai juste pris celui-là, juste pour vous donner un exemple. Il y a quand même une inquiétude qui reste présente pour les salles de cinéma qui ont subi les conséquences de la pandémie. Même si les salles de cinéma, elles ont réouvert et leur activité a repris son cours, elles ont quand même subi des conséquences de cette pandémie et de l'arrivée des plateformes. En Amérique du Nord, les recettes des box-office sont passées de 11,4 milliards de dollars en 2019 à 2,2 milliards de dollars en 2020 et il est remonté à 4,48 milliards de dollars en 2021, mais on est encore loin du compte. Cineworld, qui détient les Regal Cinéma, a récemment déclaré banqueroute aux États-Unis. Bon, c'est
apparemment c'est pas genre ils vont pas fermer. Ils accusent en fait un manque de sortie des films cet été. Et quelle en est la cause en fait? Le fait que les salles de cinéma étaient d'abord fermées pendant 1 an et demi, ça a pas aidé. Et aussi il y a un tiers des films en moins, qui sort en salle de cinéma depuis la réouverture parce que les studios ils misent plus sur leur plateforme. Et forcément quand on voit l'attitude de Disney+, on comprend pourquoi les salles commencent de plus en plus à galérer. On dit que Godzilla vs Kong, il a un peu sauvé l'industrie, mais quand on regarde de plus près, on voit que ça a été suivi de 6 semaines de creux, cette sortie cinéma. Et plus récemment, on a des films comme Spider-Man No Way Home qui a réalisé un excellent week-end d'ouverture avec un rendement de 260 millions de dollars. Sing 2, il a rapporté 161 millions de dollars sur le marché domestique, tandis qu'il était en même temps diffusé sur plateforme, donc ça peut aussi marcher. Et plus récemment, Top Gun a fait un boom extraordinaire avec 700 millions de dollars au niveau national de recettes. Mais le problème, c'est que il y a d'énormes blockbusters qui sortent, mais il y a toujours des périodes de creux pendant lesquelles il n'y a pas d'excellents films à gros budget qui doivent sortir. En vrai, on a plein de chiffres, on a qui sont positifs, de négatifs. Franchement, il y a tellement d'opinions différentes. J'ai trouvé 100 000 articles qui me disaient les salles vont mourir, les salles survivent, les streaming, ça va moins marcher, blablabla. Il y a tellement d'opinions différentes, il y avait tellement de données et je savais pas trop vers où aller. Pour moi, il y a toujours une difficulté La difficulté, elle est présente pour les salles de cinéma, mais je pense qu'il y a un moyen de les maintenir en vie, comme on a vu avec les accords entre Sony et Netflix. Il y a des tours de passe-passe qui se passent, quoi, vous voyez. Et à côté de cela, on a quand même les talents et la motion pictures qui tiennent à leur salle de cinéma et qui vont pas lâcher l'affaire. Les salles, elles représentent un atout indéniable de la chaîne de distribution pour les studios. Il ne faut pas l'oublier. Les artistes, ils tiennent aux grands écrans et certains ont plaidé leur cause. Par exemple, lors d'une interview, Benedict Cumberbatch, il a demandé pourquoi The Power of the Dog n'avait eu qu'une sortie très limitée au cinéma avant d'être en ligne sur Netflix, alors qu'il a quand même fait un carton ce film. Moi j'ai bien aimé ce film, je sais pas si vous l'avez vu. Et en vrai c'est des petites phrases comme ça qui déclenchent le débat, vous voyez. Et en vrai c'est vrai que le film il est sorti en salle le 17 novembre et il a été mis sur la plateforme le 1er décembre 2021. Donc ça fait que 14 jours d'exploitation, c'est rien, c'est n'importe quoi. C'est juste pour... moi je suis sûre que Netflix il fait ça juste pour participer à la course aux Oscars. Tiens, on entend un peu parler de ce film qui genre ouf, et clac, il l'enlève des salles, comme ça les gens ils sont obligés de s'abonner pour aller le voir. Et en vrai c'est un peu triste parce que il y a 2 ans, quand j'étais à Dauphine en master management des médias, j'avais fait un exposé un peu là-dessus. C'est assez triste parce que j'ai vu, genre ils se battaient à cette époque, genre Tom Hanks il avait signé un deal pour Pinocchio pour que le film soit projeté en salle, pareil pour Will Smith avec King Richard. Et en fait aujourd'hui j'ai regardé l'état des choses, par exemple pour Pinocchio on voit qu'il ne sera même pas diffusé en salle de cinéma et en vrai c'est pas bon pour l'acteur. Et pareil pour King Richard, Will Smith de base il voulait vraiment que le film soit mis en salle avant d'aller sur les plateformes, sauf qu'il a été mis sur les plateformes en même temps que sur les salles de cinéma. Et du coup apparemment en compensation, Will Smith il a donné un bonus au casting pour compenser les pertes de revenus qui sont liées à ça. Voilà, on arrive à la fin. Je sais que j'ai pas tout traité, je sais, ce sujet il est super long et on pourrait en faire 3-4 exposés différents si on le voulait. Et j'ai quand même eu des difficultés à répartir ces informations, donc je sais pas si vous voulez lancer le débat sur d'autres sujets par rapport à ce sujet. En tout cas, quel futur pour les salles de cinéma? Quel futur pour les plateformes, parce qu'on voit elles se développent, elles abordent de nouvelles thématiques. On a Apple TV qui va se développer sur le sport, qui a gagné beaucoup d'exclusivité sur certains shows. D'un autre côté, on entend que Netflix il va se lancer dans les jeux vidéo. Donc quelles sont les limites? À vous la parole.